J'aimerais parler sur cette vidéo d'un sujet qui est très important. C'est ici on parle d'argent. Mais est-ce que la plupart d'entre nous savons comment fonctionne l'argent? J'aimerais parler concernant les obligations. Est-ce que tu sais c'est quoi une obligation? Je pense que la plupart d'entre nous, si nous sommes pauvres, la plupart d'entre nous, si nous sommes encore dans cette situation de pauvreté, oui, je te dis bien pauvre, sans offenser qui que ce soit. Comme j'ai coutume à dire ici, je ne viens pas nous caresser dans le sens du poil. Je nomme les choses. Je parle ici d'économie. La pauvreté telle que ça se mesure. Un pays pauvre tel que les classements se font, ce n'est pas moi qui fais les classements. On fait le classement tel que sur les riches. C'est des choses qui sont quantifiables, qui sont mesurables. La richesse se mesure, les amis. Ce n'est pas la théorie du complot. La plupart d'entre vous, si vous ne comprenez pas c'est quoi une obligation, vous n'allez pas comprendre c'est quoi l'argent. La vérité, c'est que beaucoup ne comprennent même pas quand on parle d'obligation. Quand on parle des marchés, quand on commence à parler des produits financiers, quand on parle de la bourse, c'est quoi un marché? C'est quoi la bourse? C'est quoi une action? C'est quoi une obligation? Mais nous sommes tous conscients, si on dit à chaque fois que nos pays sont hyper endettés. Nos pays n'avancent pas. L'Afrique ne décolle pas. L'Afrique n'est pas développée. L'Afrique, à date, c'est plus de 1500 milliards de dollars de dettes. Les aides contre là, les aides, ce n'est pas des aides, c'est des dettes. Et ces dettes-là, comment est-ce qu'on les appelle? On les appelle les obligations, les amis. On les appelle les obligations. Donc, pour quelqu'un qui veut entreprendre ou qui veut investir, qui veut comprendre comment l'argent fonctionne, la personne doit savoir comprendre comment les obligations de l'État fonctionnent, comment les États manipulent les obligations, prennent les dettes. Doivent comprendre comment les banques centrales se comportent face aux obligations. Parce que si tu ne comprends pas c'est quoi une obligation, c'est quoi une action, c'est quoi la différence entre une action et une obligation. Donc l'obligation, c'est-à-dire que c'est les dettes que les États contractent. Les actions, c'est-à-dire que c'est une action, c'est une part d'une société que tu vas acheter. Et l'action telle que tu vois, c'est par rapport à une obligation, qu'elle n'a pas de risque. Une action telle que c'est volatile, il y a plusieurs risques. Une obligation, les investisseurs aguerris vont vers les obligations parce que c'est plus rassurant. Parce que c'est les États. Donc un pays tel que pour vouloir construire une route, va aller faire une levée de fonds. C'est ça le levée de fonds. On va aller prendre une obligation. Auprès de qui maintenant? Auprès des institutions comme la banque, le Fonds monétaire international, FMI, auprès des fonds d'investissement, des fonds de pension, des fonds de retraite, des compagnies d'assurance et même auprès des multimilliardaires, dont les investisseurs. Maintenant, la question s'est posée, quel est le taux d'intérêt que nos pays en Afrique prennent? C'est bien quand on est là à dire, l'État est en train de construire les routes. On est en train de faire des autoroutes de plus de 300, de plus de 400, de plus de 500 km, même de 1000 km. 10 fois, c'est-à-dire que double voie. Mais le prix de la question posée, c'est qui finance ça? D'où vient l'argent? À quel taux d'intérêt? Et comment est-ce que cet édifice-là va se rembourser? Est-ce que ça va être rentable? Parce que je te dis ça pourquoi? Je te dis pas ça parce que le système, il faut comprendre comment le système monétaire fonctionne, comment l'économie fonctionne. Je te dis, le système dans lequel nous sommes, c'est un système capitaliste qui est vieux de plus de 200 ans, pratiquement 300 ans, basé sur le profit, basé sur la richesse personnelle. Et qu'aujourd'hui, nos États ne contrôlent rien. Quand je dis ne contrôlent rien, les États ne produisent plus en fait. On a des déserts industriels, on a la productivité qui est en berne et que le contrôle de la création de valeur de richesse est entre les mains aujourd'hui des multinationales telles que privées. Donc quand un État va emprunter de l'argent,
Ça veut dire que cet État n'est plus en train de produire. Parce que l'État, on a poussé les États aujourd'hui uniquement à vivre de la fiscalité. C'est pour ça que tu entendras parler qu'un pays comme la France, c'est un des pays où on taxe le plus. C'est un pays qui est énormément taxé. Ton salaire est taxé. Ta consommation est taxée. Lorsque tu achètes un bien, c'est taxé. Taxe d'habitation, taxe de ceci. Tout est, lorsque tu vas consommer le pétrole à la station, tu payes les taxes sur le pétrole. Tu payes encore la TVA sur ce que tu as consommé. Donc, il y a aussi énormément de réglementation, énormément de normes, énormément de lois. Ce qui durcit, c'est-à-dire que la productivité. Et quand c'est comme ça, les investisseurs, c'est-à-dire que perdent de confiance, n'investissent pas, vont là où c'est plus souple. Voilà le système qui a été mis en place. Donc tu dois regarder, quand c'est comme ça, ça crée l'inflation. L'inflation ici, c'est quoi? C'est quand tout devient cher. Quand tout devient moins cher, tu vois que si ton taux, si ton crédit est cher, c'est dangereux, tu ne pourras pas être rentable. C'est ça qui a donc poussé Donald Trump à créer tout ce que tu vois là. S'il y a des tensions aujourd'hui, jeu économique, jeu politique, c'est parce que Donald Trump a compris. Il a dit clair que depuis 50 ans, l'Amérique se fait arnaquer. Mais ils se font arnaquer pourquoi? Parce que c'est eux qui ont créé ce système de délocalisation d'entreprises vers l'Asie. Parce qu'ils voulaient faire du profit. Ils sont allés chercher la main-d'œuvre moins chère. Ils ont transmis leur technologie, leur savoir-faire, leur savoir-faire. Ils ont libéralisé leur licence. Et les Chinois se sont engouffrés. Plus de 50 ans plus tard, les Chinois sont en train d'innover. C'est les Chinois qui prêtent aujourd'hui de l'argent à tous les pays occidentaux. Les pays occidentaux sont hyper endettés, tous les pays sont hyper endettés. L'Amérique a 36 000 milliards de dettes. La France a 3 400 milliards. Le Japon est hyper endetté en inflation. Écoute, le Japon des années 90, c'est le Japon qui avait le vent en poupe sur le plan technologique. Mais aujourd'hui, le Japon est ratatiné par rapport à sa démographie aussi. Le Japon ne produit plus. La Chine, bien qu'elle soit en train de produire, la Chine aussi, attention, la Chine aussi est hyper endettée. Je vais t'expliquer ça. Mais qu'est-ce qui fait l'avantage de la Chine? Parce que la Chine est compétitive, elle produit. Elle produit massivement. Mais dans cette production massive aussi, il y a un qui est là. Si on n'est pas en train de faire l'inflation, on fait ce qu'on appelle la déflation. La Chine est en pleine déflation. La Chine, on essaie peut-être en train de tous la plébisciter la politique de la Chine. Mais attention, plusieurs d'entre nous, nous ne savons pas que c'est quoi ce pays-là. C'est un pays qui est déjà d'abord fermé, c'est un pays qui est communiste. Bien qu'il soit aujourd'hui en train de vouloir s'ouvrir un peu, mais c'est très fermé. Il y a très peu de transparence. C'est le parti unique, c'est la rigueur. Tu ne fais pas ce que tu veux. C'est le parti qui finance massivement avec les capitaines d'industrie. La Chine n'est pas développée grâce à la tontine. Enlevez-vous ça de la tête. La Chine ne s'est pas développée grâce à la tontine. La Chine s'est développée parce que à la tête, il y a des dirigeants visionnaires, des dirigeants forts, des dirigeants qui ont pensé l'économie. Et que en Chine, il n'y a que le pouvoir politique il n'y a que le parti qui a le pouvoir. Tous les autres, est-ce que vous avez entendu parler avec les hommes d'affaires chinois? Est-ce que vous voyez les hommes d'affaires chinois se pavaner, faire du gros dos? Celui qui a essayé Jack Ma. Où est passé Jack Ma aujourd'hui? Jack Ma, c'est-à-dire que le fondateur d'Alibaba. Celui qui a ramené l'économie chinoise à l'économie américaine. Le professeur d'anglais qui aujourd'hui tutoie les Américains, tutoie les grosses compagnies comme américaines, qui est venu défier Amazon. Jack Ma a fait une erreur à vouloir critiquer le système politique chinois en disant que le système de régulation économique chinoise fonctionne comme dans l'ancien temps, qui a trop de contrôle, il n'y a pas de liberté. Ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté sa tête. Ça lui a coûté son industrie, ça lui a coûté son empire. Le système l'a cassé. Alors que Jack Ma
avait déjà une valorisation de plus de 900 000 milliards de dollars. 900 000 milliards de dollars. Le système l'a cassé pour faire comprendre que c'est le système qui parle. C'est le parti unique qui a le pouvoir. Vous autres, vous obéissez. C'est le parti au pouvoir qui décide de qui va monter ou de qui peut descendre. C'est de cette Chine qu'on parle. Donc la Chine aujourd'hui est en pleine déflation. Pourquoi on parle de déflation? Parce que la Chine aujourd'hui étant l'usine du monde, la Chine produit massivement. Dans cette course effrénée de la mondialisation, de l'hyperpuissance, de l'hyperproductivité, et le parti, la politique du parti au pouvoir, comme la Chine est décentralisée, on incite les dirigeants de chaque des provinces de pouvoir entreprendre massivement au développement. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait qu'on octroie des crédits comme ça à taux zéro. Parce que le gouvernement finance ça à hauteur de plusieurs milliards la croissance. C'est les infrastructures qu'on va créer. C'est des prêts comme ça, colossaux qu'on va donner aux promoteurs immobiliers. Ils ont produit des mégalopoles où aujourd'hui, que les gens n'habitent pas dedans. Il y a plus de 60 millions de logements vacants. Parce que on a poussé les gens à aller investir dans l'immobilier en disant que l'immobilier, voilà, c'est rentable. Les gens, certains ont acheté les 3, 4, 5, 6 appartements et aujourd'hui, que ce n'est pas rentable. C'est ça qui alourdit donc les caisses de l'État, qui en fait en sorte qu'un pays comme la Chine soit aujourd'hui hyper endetté. Mais l'avantage de la Chine, c'est que la Chine a le contrôle sur sa monnaie. La Chine n'est pas transparente sur tous ses comptes. La Chine produit massivement et son commerce est plutôt un commerce d'export. Tu vois que le commerce de la Chine, son commerce n'est pas interne, c'est plus externe. Donc tu vois que la Chine est dans l'innovation, les batteries, les voitures électriques, les BYD, les Huawei, tout ça c'est à coût de beaucoup de millions, c'est-à-dire de milliards de subventions pour pouvoir éviter la déflation. Parce que quand tu produis très moins cher, sur le marché local, les produits n'ont pas de valeur. Et si les produits n'ont pas de valeur, c'est les usines qui vont fermer. Pour ne pas donc voir les usines fermées et voir des centaines de millions de personnes au chômage, l'État subventionne. Et quand on dit subventionne, on subventionne avec la dette, la dette, la dette, la dette. La Chine a cet avantage qu'elle fabrique sa monnaie et que sa monnaie est faible. Donc la Chine fait donc quoi? La Chine va donc imprimer et va aller subventionner donc va aussi subventionner les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient, les pays d'Amérique du Sud et même, c'est-à-dire que l'Europe et l'Amérique. La Chine détient, c'est-à-dire que les obligations américaines à 800 milliards de dollars d'obligations américaines. 800 milliards. Le Japon a 1200 milliards d'obligations américaines. L'Arabie Saoudite a plus de 1200 milliards d'obligations américaines. Les obligations, c'est quoi? C'est les dettes en fait. Pourquoi est-ce qu'on prend les obligations américaines? Je t'ai expliqué. Parce que l'Amérique, c'est un pays qui est puissant économiquement, puissant sur le plan scientifique, technologique, puissant sur le plan économique, et parce que l'Amérique fonctionne grâce au pétrodollar. Que l'Amérique, en 1974, déjà en 1971, le président Nixon, de façon unilatérale, a dit que l'or ne devait plus être arrimé au dollar ou à la monnaie. Donc, de l'avant, ils allaient imprimer, c'est-à-dire que le dollar, comme ils veulent. Pourquoi ils l'ont fait aussi? Parce que lors de la guerre du Vietnam, ils ont énormément dépensé. Ils ont perdu des réserves énormes en or. Donc, voyant comment leur or, c'est-à-dire que, voilà, se tarissait, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas continuer à calquer le dollar tel que sur l'or. Ils ont donc dit que le dollar ne sera plus arrimé à l'or. En faisant ça, ils continuaient à dépenser. Comme le dollar n'était arrimé sur rien, l'argent perdait en valeur, les investisseurs perdaient confiance. Ça créait l'inflation. Ils sont donc allés secrètement signer des accords avec l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, c'est un pays producteur de pétrole et de gaz.
demander en sorte que le pétrole soit dorénavant vendu, c'est-à-dire que voilà, en dollars. Si le pétrole est vendu en dollars, eux, ils vont te dire que leur garantie et la protection, que voilà, ils vont protéger l'Arabie Saoudite par rapport à leurs rivaux qui sont là, vous voyez l'Iran et même avant même l'Irak. Et qu'ils allaient leur vendre le matériel militaire. C'est pour ça qu'ils ont pris les bases. L'Arabie Saoudite a accepté et plusieurs pays de l'OPEP, donc le producteur de pétrole, ont accepté de vendre le pétrole, les énergies, au reste au dollar. Voilà, c'est-à-dire que le deal pétrole-dollar. Et cela a permis à ce que l'Amérique puisse arrimer donc le dollar au pétrole. Et tu sais, le pétrole, c'est l'énergie, voilà, que tout pays qui veut la croissance, tout pays qui veut produire, voilà, a besoin. Le pétrole, c'est une denrée rare. Tu vois ce que c'est en train de créer là maintenant au niveau mondial, avec le conflit Israël et Iran, qui a impacté maintenant le Moyen-Orient. Sans le pétrole, sans énergie, il n'y a pas d'industrie. Sans énergie, il n'y a pas de productivité. Sans énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transport. Les camions ne pourront pas fonctionner. Les voitures, c'est-à-dire que personne ne pourront pas tourner. Les avions ne pourront pas tourner. Les bateaux ne pourront pas fonctionner. Les industries ne pourront pas tourner. Donc l'énergie, c'est-à-dire que c'est la denrée rare. Et c'est un système qui est là. Donc voilà comment l'Amérique a tissé son système. Donc tous les pays commerçants, c'est-à-dire que là, voulant le pétrole, si la Chine veut le pétrole auprès de l'Arabie Saoudite, va acheter en dollars. Si l'Arabie Saoudite récupère son dollar à des cents de dollars, va faire quoi? Va aller investir, c'est-à-dire en Amérique, va acheter des obligations américaines. Donc ce qui fait que quand l'Amérique veut lancer un projet, l'Amérique s'endette tranquillement. Et en s'endettant, sur la suite, côté que le taux d'intérêt est bas. Parce que lorsqu'elle imprime et que les pays prennent, les pays achètent, les pays prennent. Parce que pour pouvoir acheter le pétrole, il faut que tu aies le dollar. Pour pouvoir acheter le bois, le diamant, quand il y a du pétrole, l'énergie, tout denrée. Parce qu'ils ont fait en sorte que le système commercial soit tourné autour du dollar. Donc plus il y a la demande en dollars, plus l'Amérique imprime les dollars. Plus l'Amérique imprime les dollars, ça fait qu'au niveau de la Fed, le taux d'intérêt d'emprunt est bas. Donc les ménages pourront emprunter à taux très faible pour pouvoir acheter des maisons, acheter des voitures, faire du business, acheter l'immobilier, acheter les commodités usuelles, créer des industries, ça va être bas. Les ménages, la population pourra consommer. Les investisseurs pourront venir investir aux États-Unis. C'est ça le chemin de bataille de Donald Trump jusqu'à maintenant. Quand vous l'avez vu, comme les taxes douanières, son but c'était de ramener les industriels, ramener les investisseurs venir investir aux États-Unis. Parce que présentement, le taux d'intérêt, le taux d'emprunt est élevé. Son but c'est que la Fed baisse le taux d'intérêt des ménages pour que les ménages puissent consommer. Pourquoi la Fed a augmenté le taux d'intérêt? C'était suite à la crise de 2008, la crise des subprimes. Parce que les taux d'intérêt étaient tellement bas, ça a poussé les gens à aller consommer, ça a poussé les banques, les institutions financières à accorder les crédits à tour de bras, sans vérification. Et ce qui a entraîné la crise des subprimes en 2008. Donc après que la Fed, les régulateurs, aient sauvé ces institutions en injectant massivement des milliards de dollars, la Fed a augmenté les taux d'intérêt afin de pouvoir durcir les taux d'emprunt. Et quand c'est dur comme ça, tu vois, le business est tendu, les investisseurs fuient, vont tous en Asie. C'est pour ça que c'est important de comprendre c'est donc quoi les obligations. C'est quoi une obligation, c'est quoi un actif, c'est quoi une action. Une obligation est différente d'une action. Une obligation, c'est le prêt que les États prennent. C'est la tautologie. Une action, c'est une part de l'entreprise que tu achètes. Et les actions aujourd'hui sont volatiles. Donc si les États s'endettent, si les États sont aujourd'hui hyper endettés, je pose la question, à qui est-ce que les États doivent? L'État doit payer donc cette dette à qui? C'est comme ça que tu dois comprendre, si tu veux comprendre comment l'argent fonctionne, si tu veux comprendre où est-ce que tu dois mettre ton argent, si tu veux comprendre dans quel système nous sommes.
Et moi, je te dis clair que nous sommes dans un gros système de Ponzi. Quand tu entends que les États-Unis doivent 36 000 milliards de dollars, de toi à moi, tu penses que l'Amérique pourra rembourser ça? Quand tu entends que la France doit 3 400 milliards, quand tu entends que nos pays en Afrique sont hyper endettés et que certains vont s'aligner parmi les pays les plus pauvres pour qu'on efface la dette, tu penses qu'on peut le faire? C'est que on marche. Et que si on effaçait même toutes les dettes, tu penses que ça va arranger les choses? Tu entends que la Chine détient 800 milliards de bons américains. Le Japon détient 1200 milliards. Que l'Arabie Saoudite détient. Imagine un temps soit que ces pays-là se mettent à vendre ces bons-là. C'est l'économie américaine qui chute. Et en même temps, ces pays-là aussi sont hyper endettés. Pourquoi ils ne vendent pas les bons? Pourquoi ils ne vendent pas les bons? Pourquoi ils ne vendent pas les bons? Tu entends qu'un fonds d'investissement comme BlackRock détient 14 000 milliards. 14 000 milliards. Les City Street, 11 000 milliards de dollars. Les Van Gogh, 8 000 milliards. Les Moody's, c'est l'argent des particuliers. Mais pendant ce temps, les États sont hyper endettés. Est-ce que tu es en train de comprendre? Je viens de dire. Donc, l'intérêt de tout pays, ou des pays structurés, des pays conscients, c'est de faire en sorte que leur taux d'intérêt soit faible en fait. Maintenant, chez nous, en Afrique, bon, peut-être avant d'aller plus loin, je ne me suis pas présenté. Tu vois, le sujet est tellement sérieux, tellement captivant que j'ai envie de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Pour toi qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukouan. Donc, sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement, on parle d'agriculture, on parle d'élevage. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos richesses locales. C'est que la chaîne est en train de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset. Oui, quand ça c'est un bon mindset, on ne peut pas te dire que devenir la personne qu'on veut être. Donc je viens ici t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau, pour que tu comprennes comment l'argent fonctionne, que tu comprennes comment la monnaie fonctionne, que tu comprennes c'est quoi la géoéconomie, c'est quoi la géostratégie, c'est quoi la géopolitique. Le but n'est pas ici de faire de toi un expert, non, c'est de comprendre comment ça fonctionne. De savoir qui tu es, où tu vas, quelle est la personne que tu veux devenir. Tu comprends que c'est la somme de tout ça. Comprendre maintenant le business. Comprendre vers quel type de business tu dois aller. Comprendre où est-ce que ça gagne du gros argent. Et comprendre qu'on gagne ici l'argent tel que par rapport à une idéologie. C'est une idéologie que je partage ici. Et que le monde fonctionne par idéologie. Ce n'est pas par suivisme. Ce n'est pas par slogan. Ce n'est pas par les émotions. On calcule avec froideur, de façon rationnelle, de façon logique. Et on investit son argent. Parce que c'est un système qui est vieux depuis de 300 ans. Le capitalisme. On est là, je pose la question que, mais pourquoi depuis les indépendants, nous ne sommes pas développés? Beaucoup sont là, vous regardez, ah oui, en Chine c'est hyper développé, en Asie c'est hyper développé, aux États-Unis c'est hyper développé, en France c'est hyper développé. Mais comment ils ont fait en fait? Comment ils ont fait? Pourquoi en même temps, aujourd'hui, on est en train de parler d'inflation, on parle de crise économique, de récession, de chômage, de crise énergétique, de tension, de jeux politiques. On parle d'effondrement économique en même temps. Si ces pays hyper développés parlent d'effondrement économique, ben on parlera de quoi tel que chez nous en Afrique? Chez nous en Afrique, on voit tel que les Chinois venaient investir massivement. Ah, c'est la Chine qui a construit les routes. Ah, c'est la Chine qui est en train de construire l'autoroute de 200 km, de 300 km, de 400 km, de 1000 km. 6 fois, 6 fois, 8 voies. Mais on ne se demande pas la question que la Chine construit ça en fait. L'argent vient d'où? L'argent vient d'où? Nous sommes les premiers à dire ici qu'en Afrique, on ne produit pas. On n'a pas d'industrie. On n'a pas d'industrie, il n'y a pas de travail. On n'est pas en train de créer de la richesse. Et si on n'est pas en train de créer de la richesse, nous ne sommes pas en train de payer les taxes, nous ne sommes pas en train de payer les impôts. Mais l'État prend l'argent où? Donc l'État est obligé d'aller prendre le crédit, des dettes.
Et ce sont ces dettes qu'on appelle les obligations. Et quand les États prennent les dettes, les États africains prennent les dettes, ils prennent à combien? Ils prennent des dettes avec des taux d'intérêt de 8%, de 10%, de 15%, même des fois 20%. Pourquoi est-ce que les taux d'intérêt sont élevés? Parce qu'on va dire que c'est des pays qui sont risqués. Pendant que les pays développés ici prennent des dettes à 2%, 3%, vous voyez qu'ils négocient même encore que les dettes baissent. La Chine, parce qu'elle bat sa monnaie, elle donne des crédits à taux zéro pour favoriser ses capitaines d'industrie, pour favoriser l'entrepreneuriat, pour favoriser la croissance. Le Japon, pendant des décennies, pour ne pas que ses fonds, a donné des crédits à taux zéro pendant des décennies pour favoriser la croissance. Mais aujourd'hui, elle est bloquée parce que la croissance n'est pas là par rapport à la démographie. C'est pour ça qu'il n'y a pas effondrement. Mais ça, c'est des choses que, si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, comment ces obligations fonctionnent, comment les dettes fonctionnent, comment la monnaie fonctionne, comment l'économie fonctionne, ben on va passer le temps seulement à broyer. Les projets que nous faisons en Afrique, est-ce que c'est des projets comme ça qui sont rentables? Lorsqu'on va construire les routes, lorsqu'on va construire les stades de football, lorsqu'on va construire certains édifices, est-ce que c'est rentable? Mais ces fonds, ces grandes institutions financières ont compris que c'est la meilleure façon de soutirer l'argent dans nos États en fait. Parce que nos États ne produisant pas, les industries qui sont en Afrique n'appartiennent pas au gouvernement, ce n'est pas national. C'est des compagnies telles que multinationales privées. Donc l'État, pour pouvoir faire fonctionner l'économie, pour pouvoir faire fonctionner les hôpitaux, les fonctionnaires dans la fonction publique, les militaires, la police, l'éducation nationale, pour construire les écoles, électrifier l'alimentation, l'État est obligé d'aller s'endetter. D'aller s'endetter auprès de ces institutions-là, qui vont mettre des taux d'intérêt hyper élevés. Et ces institutions savent que les États ne pourront pas rembourser parce que les États ne produisent pas la richesse. La fonction publique ne produit pas la richesse. Quand tu es un fonctionnaire, tu ne produis pas la richesse. Tu es là pour gérer l'administration, gérer créer peut-être des lois, établir les règles, mais ça ne crée pas la richesse. Ce qui crée la richesse, c'est les investisseurs, c'est les entrepreneurs, c'est les corps de métier techniques. Si on avait les maçons, les menuisiers, les comptables, les chaudronniers, les plombiers, les chaleurs, les électroniciens, les électromécaniciens, les agriculteurs, les éleveurs, ce sont eux qui créent la richesse. Si on passe au côté c'est la transformation des industriels, si on passe maintenant au côté tertiaire, le marketing, la vente, la comptabilité, tous ces métiers tertiaires, oui, créent de la valeur. En créant de la valeur, on paye donc les impôts on paye les impôts auprès de l'État, les taxes. Et l'État collecte donc ces taxes-là pour financer la fonction publique. Donc quand ça ne suffit pas, l'État va donc emprunter de l'argent auprès des bailleurs de fonds. Donc comme nous ne sommes pas en train de créer donc, la richesse, on n'est pas en train de valoriser tel que l'entrepreneuriat. Vous voyez que chez nous, il n'y a rien. Regardez dans les pays développés, ils ont valorisé l'entrepreneuriat, ils ont les industries, ils ont un système économique qui fonctionne, même jusqu'à-là, c'est-à-dire que ça va au ralenti. Parce que les PME, les petites et moyennes entreprises ont du mal à emprunter de l'argent. Les investisseurs ont du mal à avoir des crédits. Parce que quand il y a l'inflation, les taux d'intérêt sont élevés. Quand l'économie est en berne, on prête moins. Donc imaginez si les pays développés ont des difficultés. Qu'est-ce qu'on va parler de nos pays en Afrique où il n'y a rien, où les banques commerciales ne nous appartiennent pas. On n'a pas de banques d'affaires, on n'a pas de banques d'investissement, où l'État est obligé d'aller emprunter auprès des bailleurs de fonds. On fait comment? Donc tu dois comprendre là où tu dois mettre ton argent. Donc si l'État prête auprès de qui? L'État doit qui finalement? Voir que l'État doit les bailleurs de fonds, Banque mondiale, FMI, fonds d'investissement, fonds de pension, les assurances, les banques commerciales et les multimillionnaires, ceux qui ont compris comment l'argent fonctionne, eux, ils vont donc acheter les obligations. L'État doit les payer aussi.
ils vont mettre dans leur argent dans des obligations. Vont fuiter avec les actions qui sont hyper des fois risquées, qui sont volatiles. Parce que quand ça chauffe comme ça chauffe là maintenant, c'est les actions qui vont prendre un gros coup. Parce que les États sont là, préservés, à lutter pour qu'ils ne fassent pas défaut. Donc, ils luttent pour ne pas faire défaut, pour ne pas faire faillite. C'est ce que Donald Trump, c'est le combat de Donald Trump là. On le voit partout, son combat, c'est de permettre à l'Amérique de baisser son taux d'intérêt, de permettre à la Banque centrale, la Fed, de baisser le taux d'intérêt pour que les ménages puissent consommer. Parce que lui, c'est quoi? Il vient apporter le pouvoir d'achat à sa population. Parce que si demain, la population va mal, la population va se mettre dans la rue, si la population va dans la rue, c'est son pouvoir qui est menacé. C'est son pouvoir qui est menacé. C'est pour ça que les dirigeants politiques ici rendent compte au peuple. Les dirigeants politiques ici travaillent pour le peuple. Ils n'ont pas été élus pour pouvoir faire plaisir aux pays africains. Ils ont été élus pour pouvoir rendre compte à le peuple, pour pouvoir apporter de la croissance, pour pouvoir apporter du bien-être à leur peuple. Donc c'est normal que les chefs d'État occidentaux défendent leurs intérêts. Il faudrait qu'on comprenne ça. Ils n'ont pas été élus pour défendre l'intérêt des pays africains. Ce n'est que chez nous, on est là à chercher l'amitié, c'est mon frère, c'est mon machin, ou on cherche les ennemis. Non. En relation internationale, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que les intérêts. À nous de savoir où sont nos intérêts et comment préserver nos intérêts. Donc, voilà comment le but, c'est de permettre à ce que le taux d'intérêt soit faible pour que les États, pour que les investisseurs, les consommateurs puissent prendre les crédits, pour qu'on crée de la richesse. Parce que quand il y a inflation, le taux d'intérêt est élevé, si tu vas prendre un crédit avec un taux d'intérêt élevé, dis-moi comment tu seras rentable. Il n'y aura pas de rentabilité. Si nos États sont en train de prendre des crédits, des dettes, des obligations avec des taux d'intérêt très élevés, dis-moi comment une banque pourra venir t'accorder un crédit. C'est pour ça que les taux d'intérêt chez nous sont hyper élevés. Lorsque tu vas à la banque et que tu veux prendre un crédit, tu dis que tu vas aller dans l'immobilier. Qui va te regarder? On ne te donne pas de crédit. Tu dis que tu vas aller faire l'agriculture ou l'élevage. On ne te donne pas. On va dire que c'est trop risqué parce que ton pays déjà est endetté à hauteur de plusieurs centaines de milliards avec des taux d'intérêt très élevés. Ton pays est déjà un pays à risque. Toi, tu veux venir faire quoi? Un business dans un pays à risque. Et ça crée l'inflation que la vie devient chère. Donc, comprends comment le système fonctionne. Quand tu comprends maintenant qu'une obligation, c'est la dette d'État, que nos États sont aujourd'hui hyper endettés parce que le système les pousse donc à aller continuer à prendre la dette pour faire tourner la cité parce qu'eux, ils ne produisent pas. Maintenant, tu dois comprendre vers où tu dois aller investir. Si le but c'est d'investir, ce que je te dis ici, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est l'expérience que je partage. Malheureusement, je me rends compte que plusieurs télés que ne comprennent pas, non pas les notions d'argent. Si je viens parler d'argent, d'éducation financière, tu vois que j'ai passé 5 ans à partager avec vous sur les opportunités. Je veux dire que le problème, ce ne sont pas les opportunités. Le problème, c'est notre comportement, votre attitude face à l'argent. Beaucoup ne comprennent pas comment l'argent fonctionne. Et que beaucoup sont tombés dans le piège de la consommation. Beaucoup sont tombés dans le piège dans lequel nos pays sont tombés. Mais un pays, c'est une institution. Un pays ne va jamais disparaître. Mais toi, tu peux disparaître, mais le pays ne va pas disparaître. Donc, voilà comment le pays peut se permettre, les pays peuvent se permettre de s'endetter en se disant que c'est ceux qui viendront qui vont payer. Notre génération va payer. Si elle n'arrive pas, ce sont nos enfants qui vont payer. C'est les enfants de nos enfants qui vont payer. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que j'appelle un véritable Ponzi. Mais en payant comme ça, ainsi de suite, à qui est-ce qu'on paye? On paye aux fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, c'est qui? C'est les actionnaires. Les fonds de pension, c'est qui? C'est les actionnaires. Les banques, c'est qui? À qui appartiennent les banques? C'est aux multimilliardaires, aux familles de riches que vous connaissez. C'est aux multimilliardaires que vous connaissez qui achètent des obligations. Certains pays aussi achètent des obligations. Donc voilà comment on passe le temps à travailler. Les pays s'endettent pour enrichir une classe de population. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez pas compris comment l'argent fonctionne. Donc c'est un système qui est savamment pensé pour maintenir les États tels que
en déficit pour continuer à maintenir l'inflation. Pour maintenir l'inflation, pousser les États à chaque fois à aller s'endetter. Aller s'endetter, aller s'endetter. Et continuer à enrichir. Tu vois, quand un État vient prendre 10 millions ou 10 milliards à 15%, qu'a fait le calcul de 10 milliards à 15%, chaque année, tu vas payer. L'intérêt va dans la poche de qui? C'est de ça qu'il s'agit, les gars. C'est ça que tu dois comprendre. Je viens de te faire comprendre qu'une institution comme BlackRock, valorisée à 14 milliards, 14 000 milliards, 14 000 milliards. Dis-moi, c'est quoi le budget des différents pays? 14 000 milliards, c'est plus que le budget des États-Unis. Quel est le dirigeant qui peut parler face au patron de BlackRock, Larry Flint? 14 000 milliards. Et ils ne sont pas les seuls. D'autres ont 11 milliards, d'autres ont 8 000 milliards. Vous voyez que l'économie est entre les mains de la finance. Et aujourd'hui, les États survivent grâce aux dettes. Donc, si nous sommes aujourd'hui tels que sous-développés, si aujourd'hui on n'avance pas, si on ne se développe pas, c'est parce qu'il y a un système qui est là, qui est savamment pensé. C'est parce que nous, monsieur, on n'a pas compris. Lorsqu'on va contracter les crédits, qu'est-ce qu'on met en place? Il faut comprendre que les chefs d'État, les politiciens, sont fiers de venir mettre des projets. Des projets pour venir couper la banderole, couper le ruban. On va applaudir. Mais il faut, derrière ça, le politicien sait qu'on va le voter la prochaine campagne. Mais est-ce que tu dis que cette route-là, est-ce que cette autoroute-là, est-ce que tu dis que, je ne sais pas moi, que les infrastructures qu'on met des fois, c'est rentable? Non. Ce n'est pas rentable dans la mesure où le taux d'intérêt est très élevé et que derrière, ça n'a pas été pensé en amont. L'autoroute qu'on va venir mettre, est-ce qu'on a entendu que combien de personnes ont des voitures? Le péage qu'on va mettre, combien vont payer? À combien? Au bout de combien d'années on va rembourser? Et est-ce que l'argent va vraiment que dans la bonne caisse? Est-ce que c'est bien géré? Donc vous voyez qu'il y a un système qu'on appelle la domination telle que sur le plan économique. La Chine est en train de pousser ses pions. Beaucoup plébiscitent la Chine. Lui, la Chine, sur sa stratégie, je n'ai rien à reprocher à la Chine. La Chine, elle est stratège. La Chine domine sur le plan économique. La Chine, c'est qu'on peut dominer militairement. Elle est forte militairement. Elle est forte sur le plan économique, forte sur le plan scientifique et technologique, forte sur le plan industriel. Ça produit en masse. La Chine, a des ressources minières, des terres rares, magnifiques, forte aujourd'hui sur le plan de l'innovation. Mais tu vois qu'il y a une autre domination qui est militaire. L'Amérique aujourd'hui bombe le torse, domine militairement, mais la Chine est en train de dominer sur le plan économique. La Chine est en train de lorgner la première place mondiale. Oui. Donc la Chine fait quoi? La Chine va prêter massivement son argent aux pays africains. Tous les pays africains. Ah, nous sommes partenaires avec la Chine. Ah, c'est la Chine qui a construit ces routes. Ah, c'est la Chine qui a construit les hôpitaux. Ah, c'est la Chine qui a construit le port. C'est la Chine qui a construit l'aéroport. C'est la Chine. Vous voyez que tous les points stratégiques, les industries stratégiques, les business stratégiques, on laisse la Chine financer. La Chine, elle sait très bien que nos pays tels que ne sont pas structurés, que nous sommes dans des pays pauvres, que derrière, on ne pourra pas rembourser ces dettes-là. Et lorsqu'on est incapable de rembourser, la Chine vient saisir. La Chine vient s'en accaparer. Et si on ne peut donc pas rembourser, et si on ne veut pas que la Chine saisisse, on va encore aller s'endetter. Le pays va encore aller s'endetter, augmenter la dette dans la dette. C'est ce qui explique que tu entends les pays comme les États-Unis sont à 36 000 milliards. La France à 3 400 milliards. Et qu'ils ne remboursent même pas la dette. Hein. Ils sont en train de penser vouloir rembourser que les intérêts. Et encore même les intérêts, ils ont du mal. Donc tu imagines nos chemins en Afrique. Voilà comment on va se lever un matin. La Chine possède déjà tout un pan de l'économie africaine. Et il n'y a pas seulement la Chine, l'Arabie Saoudite possède. Et il n'y a pas seulement, tu vas entendre que l'Amérique possède, tu vas entendre que la France possède, tu vas entendre que l'Israël possède. Voilà comment nos pays, tu vas te dire que tu es africain, mais le pays ne t'appartient pas.
ils achètent comme ça à tout de bras, c'est-à-dire que des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles vont produire les cultures qui ne sont même pas consommées sur place, vont aller te faire des fleurs. Est-ce qu'on mange les fleurs? Tu vas aller acheter 500 hectares, 1000 hectares pour faire uniquement des variétés de fleurs. Est-ce que nous mangeons les fleurs? Les fleurs qui sont destinées à l'export. Pendant ce temps, nous, on a besoin des terres pour produire l'alimentation telle que pour notre consommation. Est-ce que vous voyez comment le système se passe? Et quand on sera à vide de production alimentaire, on va importer l'alimentation. Voilà comment on nous maintient dans la dépendance. Comprendre ici que on a peut-être dit qu'on est, on est indépendant. On n'est pas indépendant. On a l'habitude de citer, de parler de l'esclavage, traite arabo-musulman, 1200 ans. La traite négrière, 400 ans, 1600. On parle de la colonisation. Aujourd'hui, on nous parle même de la néocolonisation. Est-ce que nous sommes vraiment libres? Nous sommes même encore colonisés. Parce que quand tu es là, tu utilises la technologie des autres, la science des autres. Quand tu es nourri par quelqu'un d'autre, quand c'est quelqu'un d'autre qui te soigne les médicaments, on a encore acheté les médicaments à l'extérieur. Quand c'est la personne qui vient te construire des routes, te construire les hôpitaux, te construire les industries, te passer sa technologie, tu penses que tu es libre? À quel moment tu penses que tu es libre? Tu es encore tout simplement colonisé. Et quand tu ne parles pas, partages pas le même discours que la personne, elle fait quoi? Elle te bloque. La personne te passe même encore, qui vient même encore te protéger, te vendre ses armes, te vendre sa technologie telle que sur la moment, vient te protéger. Tu penses que tu es libre? À quel moment tu as appris que tu étais libre? Alors que les pays aujourd'hui souffrent, réclament leur autonomie, réclament leur indépendance. Tu as vu ce que l'Iran est en train de faire. C'est pour ça que tout ce on va le mettre personne non grata. Oui, on va dans la résilience. On cherche à développer nous-mêmes notre science, notre technologie. La technologie aujourd'hui est ouverte, mais quand elle est adaptée à notre environnement, on va t'aider dans la résilience, travailler, même s'il faut gratter la terre avec la main, avec la houe. On commence à gratter la houe parce que la houe que vous voyez, les matières que vous voyez, vous parlez de matières houe, ce n'est pas nous qui les fabriquons. Ça vient de l'extérieur. C'est une économie qu'on ne contrôle pas. Donc même 2 mois après demain, ils peuvent même dire qu'ils ne nous donnent même plus la houe et la machette. On fait quoi? On est seulement dans le bavardage. Pourtant, c'est une économie qu'on pouvait maîtriser aujourd'hui. Aller faire la houe, aller faire la machette, c'est un métier de forgeron. C'est même de l'artisanat. Nos ancêtres ont toujours eu à fabriquer, à manipuler le fer. Comment ils fabriquaient les lances? Est-ce qu'ils avaient la science et la technologie comme c'est aujourd'hui moderne? Mais ils savaient faire l'alliage et pour pouvoir avoir le fer. Ils pouvaient faire l'alliage pour pouvoir avoir le cuivre. Ils fabriquaient déjà les lances. Ils fabriquaient les flèches. Ils fabriquaient l'outillage, les houes. Mais nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, avec toute la technologie qu'il y a, on continue à importer que les machettes et les houes. Et on se plaint qu'on ne veut plus travailler avec la houe. Mais vous pensez que ça se fait par miracle? Vous pensez qu'on va s'asseoir comme ça va arriver? Vous voulez travailler les tracteurs, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Vous savez combien coûte un tracteur? On te dit 200 millions. Qui c'est qui va t'accorder plus de 200 millions? Tu comprends maintenant comment je t'explique le système? Quand on a des pays comme ça, hyper endettés, des pays à risque, des pays qui ont même du mal à rembourser les dettes, tu penses qu'on peut t'accorder 200 millions de dettes? Les banques ne nous appartiennent pas. Comment tu auras ces 200 millions? Tu vois donc que nous sommes dans l'ordre du fantasme. Et parce que beaucoup ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ça demande des sacrifices. Ça demande de mouiller le maillot. Ça demande qu'on ait travaillé même présentement avec la houe. Mais en ayant une vision que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on commence même à monter des ateliers. C'est les forgerons qui vont travailler. C'est une économie qu'on va tourner. Si on a comme ça plusieurs forgerons qui fabriquent, mais c'est notre économie. L'argent va tourner pour nous. On va commencer à penser maintenant aussi à peut-être moderniser. Moderniser va demander qu'on maîtrise aussi maintenant l'énergie, qu'on maîtrise le système de transformation des matières premières. Le cuivre, le fer, le zinc, l'étain, qu'on sache comment faire ces alliages-là et avoir un système
de contrôle d'énergie. Contrôle d'énergie ici, ça va demander qu'on s'éduque sur le plan énergétique, qu'on ait des polytechniciens, des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des ouvriers qualifiés, hautement qualifiés pour aller développer ce pan-là, afin qu'on puisse avoir le contrôle sur l'énergie. Parce que sans énergie, on ne peut pas parler d'industrialisation. Tu ne peux pas parler d'énergie si tu ne peux pas parler d'industrie si tu ne contrôles pas l'énergie. C'est des plaisantins qui vous parlent là. Depuis 5 ans, je vous parle. Je suis dans l'industrie. Mais mon problème, c'est quoi? Je sais que j'ai un fort problème sur l'énergie. Énergie électrique. Et même l'énergie, c'est-à-dire que fossile. Et aujourd'hui, avec les tensions géopolitiques, si on n'a pas le contrôle, vous voyez les prix. Dès que les prix augmentent, ben, ça impacte ton coût de production. Si ton coût de production est impacté, tu vas répercuter ça dans le panier d'aménagère. Et si tu impactes le panier d'aménagère avec le pouvoir d'achat faible, le fait que les gens n'ont pas de travail, comment ils vont faire pour consommer? Voilà le piège en fait. Voilà comment on nous amène à faire en sorte qu'on ne puisse pas produire et à être maintenant dépendant de l'importation, de l'importation. C'est les mêmes qui ont créé les valeurs chez eux, qui viendront encore maintenant nous dominer, nous asservir. Et je vois ce phénomène aussi, franchement, il faudrait que j'en parle, parce que, vous voyez, chez nous en Afrique, la réflexion a foutu le camp, quoi. La réflexion a foutu, on n'a pas de citoyens. On a uniquement des gens qui veulent s'enrichir, des gens qui courent après l'argent. L'idée de mon partage ici, c'est de faire comprendre qu'on ne doit pas courir après l'argent. Que l'argent, je te donne les mécanismes, l'argent c'est du papier. Mais ce papier doit pour que ça ait la valeur, ou pour que les gens aient confiance à cela, il faut que tu crées une valeur. L'Amérique aujourd'hui, le dollar fonctionne parce que les gens font confiance à l'Amérique. Pourquoi les gens font confiance à l'Amérique? Parce que l'Amérique, en 1945, c'est l'Amérique qui était le pays qui était debout. Comparativement, c'est-à-dire qu'à l'Europe ou en Asie. Parce que l'Europe, tu sais, a connu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe était décimée. C'est l'Angleterre qui était le pays le plus puissant au 19e, au 21e siècle. Au 20e siècle. L'Angleterre étant décimée par la guerre, ayant perdu toutes ses ressources, mais l'Amérique a pris la première place. Avec habileté. C'est rassuré que l'Angleterre allait s'affaiblir, à récupérer tous les avoirs des Anglais. C'est comme ça que l'Amérique s'est retrouvée à la première place. Et c'est comme ça qu'en 1945, l'Amérique a fait le traité de Bretton Woods, où a imposé que c'est le dollar qui soit avec la monnaie de réserve, la monnaie commerciale. A décidé sur le plan géopolitique que la Banque mondiale et le FMI seraient aux États-Unis. Et c'est l'or l'argent était convertible à l'or. Donc c'est l'or qui apportait de la valeur à l'argent. Les gens commerçaient avec des billets, mais devraient avoir de l'or pour garantir leur monnaie. Les États-Unis, après le traité de Bretton Woods, qu'est-ce qui a fait en sorte que les États-Unis sortent de ces accords-là? Parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup de leurs réserves d'or pendant la guerre du Vietnam. Pendant la guerre du Vietnam, ils ont perdu beaucoup d'argent. Et c'est pour cela qu'en 1971, le président Nixon est sorti de ces accords-là en disant que le dollar ne sera plus arrimé à l'or, que dorénavant, ils vont imprimer. Ils l'ont fait, ils ont continué à imprimer. Et cette fois-ci, comme le dollar n'était plus arrimé à l'or, les gens perdaient de la confiance vis-à-vis du dollar. Il y avait inflation. C'est pour ça qu'il a fait ces accords secrets, stratégiques. En 1971 à 1974, il va donc voir les responsables de l'Arabie Saoudite. Comme l'Arabie Saoudite, tu sais, c'est un grand pays producteur de pétrole et de gaz. Ils font donc des accords comme quoi, moyennant protection, on signe le deal, nous on vous protège vis-à-vis de vos voisins tels qu'au Moyen-Orient. On vous vend les armes et derrière, vous vendez votre pétrole en dollars. C'était ça le deal. Et le deal a été accepté
Et les pays de l'OPEP, tous ces autres pays vendant le pétrole ont accepté de vendre le pétrole en dollars. Voilà comment l'Amérique a eu ce deal-là. Maintenant que le pétrole est arrimé, c'est-à-dire que le dollar est arrimé au pétrole, ils peuvent faire le deal. Parce que l'énergie, tu vois, l'énergie, c'est le poumon de l'économie. C'est le poumon de la productivité. Sans cette énergie-là, pas d'industrie. Pas de transport. Les camions ne vont pas circuler. Ne pourront pas transporter des marchandises. Tu ne pourras pas avoir de voiture, il n'y aura pas de voiture. Les bateaux ne pourront pas circuler pour pouvoir transporter des marchandises. Les avions ne pourront pas circuler pour pouvoir transporter. Tu vois, l'énergie est vitale. Donc chacun a besoin. La Chine veut acheter le pétrole, va acheter en dollars. Va acheter du gaz, va acheter les engrais. Parce que comprends aussi que les engrais dépendent du pétrole, dépendent du gaz. C'est de la pétrochimie. Donc sans énergie fossile, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de fongicides, il n'y a pas de nématicides, il n'y a pas de raticides, et il n'y a pas d'herbicides, et il n'y a pas tout ça en fait. C'est un combo qui est puissant. Donc en commerçant avec le dollar, vous avez le dollar. Qu'est-ce que vous allez faire avec le dollar? Vous êtes obligé donc pour pouvoir fructifier ce dollar-là, venir investir aux États-Unis. L'Arabie Saoudite a investi plusieurs milliers de milliards de dollars aux États-Unis dans l'immobilier, dans les industries, dans le luxe, beaucoup. Ça favorise donc l'économie américaine. L'Arabie Saoudite a près de plus de 1000 milliards de dollars d'obligations américaines. Le Japon a plus de 1200. La Chine a 800 000 dollars d'obligations américaines. Et tu vois donc que si ces pays-là se mettent aujourd'hui à vendre ces obligations, c'est l'économie américaine qui chute. C'est pour ça que tu vois Donald Trump être sur tous les fronts. Son but c'est quoi? C'est de ramener la productivité aux États-Unis. C'est de faire en sorte que l'économie américaine, c'est-à-dire que se relève, qu'il y ait des industries. C'est de permettre à la Fed, à la Banque fédérale, de baisser les taux d'intérêt pour qu'il y ait de la productivité, pour que les ménages consomment. Parce que si il y a inflation et que le taux d'intérêt est élevé, c'est l'immobilier qui va chuter. C'est les business qui vont chuter. C'est la consommation qui va chuter. C'est les ménages qui ne pourront plus consommer. C'est les investisseurs qui vont fuir. Il faut bien comprendre comment l'économie fonctionne. Comprendre comment l'économie fonctionne. Et tous ces pays que je dis là, le Japon, l'Arabie Saoudite, tous sont aussi hyper endettés. Parce que l'économie fonctionne, c'est-à-dire que le but de l'économie, c'est qu'il y ait inflation. Ça fonctionne avec les crédits, les dettes. Donc toi, aujourd'hui, quel est le style de dette que tu prends? Si tu vas prendre les dettes pour uniquement te dire que la consommation, aller acheter la voiture, aller acheter des pointillés, aller acheter des beaux vêtements, aller voyager, manger, dormir, tu vois que c'est les mauvais crédits. Aller acheter un téléviseur, aller acheter un iPhone 4. Si tu es uniquement là à acheter des choses pour monter ta lifestyle, pour upgrader ton standing, tu n'as rien compris en fait. Tu nourris le système. Tu nourris ceux qui ont créé le système. Le crédit, aujourd'hui, tu vas prendre un crédit pour pouvoir créer un actif. Donc tu dois comprendre c'est quoi un actif, c'est quoi un passif. Moi, j'ai compris ça. Si je viens te parler de finances aujourd'hui, c'est parce que j'ai compris que beaucoup d'entre vous êtes tombés dans le piège du système, le piège de la consommation, le piège du proving. On va acheter la grosse résidence principale parce qu'on veut paraître. Oui, parce que le système a appris à aller à l'école, et les beaux diplômes, et un travail bien rémunéré, prenez le crédit, mariez-vous, et les enfants, achetez une maison, achetez une voiture, travaillez comme ça pendant 40 ans, ne vous questionnez pas, soyez loyal, soyez docile, après 40 ans, vous allez la retraite. Quoi? What? Et on se rend compte que après 40 ans, non, c'est plus ça. Après 40 ans, maintenant, on parle d'inflation, on parle de crise économique, on parle de soulèvement social, on parle du prix du pétrole, on parle de chômage de masse, on parle d'effondrement, on parle... Mais qu'est-ce que le système nous a donné en fait? Mais c'est quoi? C'est l'arnaque, c'est le Ponzi. On commence à nous parler maintenant de retraite par capitalisation. On commence à nous dire maintenant que non, il faut travailler à plus de 65 ans, bientôt à plus de 70 ans. C'est quoi? C'est la fée? C'est l'arnaque? Oui. Les gens ont été comme ça, dociles, loyaux, à croire au système. Que à la fin, le système va te récompenser. Non. Apprends à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Donc tu vois, une fois que tu as donné comme ça 40 ans de ton temps,
de ta jeunesse, de ta force, de ton énergie. Comment tu penses que quand tu vas sortir maintenant, tu auras la force pour pouvoir dire que tu vas aller entreprendre? Est-ce que tu comprends le pensée? C'est maintenant que tu dois faire les choses. Pour toi qui m'écoutes, qui a 18 ans, qui a 20 ans, qui a 25 ans, qui a 30 ans, qui a 45 ans, qui a 50 ans, qui a 4, quand tu es jeune, fais-le là maintenant. Sors-moi ce boucher de dire que non, je suis encore jeune, j'ai tout mon temps. What? Ah non, la vie est trop courte, je dois profiter. Quoi? Non, j'attends le temps de Dieu, tout ce que Dieu fait bon. Quoi? Non, j'attends que le président actuel va partir. Quand il va partir, il va faire what? Non, j'attends seulement quand l'économie sera bien. J'attends quand on aura les infrastructures. J'attends quand on aura les bonnes routes. J'attends quand on aura l'électricité. J'attends quand on aura les autoroutes 10 voies. J'attends quand on aura les glaciers. J'attends quand il y aura la lumière. Quand... Ton pays va financer ça avec quoi en fait? Avec quel argent ton pays va financer? Donc le pays sera obligé d'aller prendre des obligations, d'aller prendre des dettes. À quel taux d'intérêt? Et va rembourser ça comment? Si tu n'es pas déjà en train de travailler, en train de créer de la valeur, afin que l'État, le pays puisse venir surfer dessus. C'est de la stratégie, les gars. Donc voilà comment on continue à endetter nos pays. Et nos dirigeants politiques, parce qu'ils veulent être élus, parce qu'ils veulent venir couper les rubans, parce qu'ils veulent que les prochains, quand on les élise, vont aller s'endetter massivement, afin de pouvoir venir poser les candidatures telles que pour les prochaines élections. Et vont aller déverser de l'argent comme ça, qui ne vont vraiment servir à rien en fait. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris comment l'argent fonctionne. Donc ce qu'il faudrait faire ici aujourd'hui, c'est qu'on comprenne comment le système fonctionne, qu'on aille vraiment créer de la valeur. Commencer, c'est-à-dire que petit, mais viser grand. Parce que commencer petit ici, c'est quoi? C'est commencer avec tes moyens. Tes propres moyens. Parce que l'État aujourd'hui ne peut pas t'accompagner, parce que l'État est hyper endetté. Les banques ne peuvent pas t'accompagner parce que nous n'avons pas, les banques ne nous appartiennent pas. Chaque business que tu vas faire, on va te dire que non, ça risque. Mais aujourd'hui, avec les notions d'éducation financière, parce que j'ai compris que tu veux entreprendre, il y a la volonté de pouvoir entreprendre, mais tu es limité par les moyens. Mais je vais te dire ici que le problème, ce n'est pas les moyens. Le problème, c'est de réorganiser ta vie. Parce que l'argent, tu as l'argent. Mais que tu mets l'argent dans les mauvais véhicules, en fait. Que tu as mis ton argent plutôt pour nourrir ta lifestyle. Au lieu d'aller mettre de l'argent qui va te produire tel que de la richesse, tu as mis de l'argent dans les passifs. Comprends maintenant c'est quoi un passif? C'est quoi un actif? Je vais te demander ici d'aller éliminer tous tes crédits. Tous les mauvais crédits. Qu'est-ce que j'entends par mauvais crédit? Tous les crédits à la consommation, avec les taux d'intérêt de 15, de 20, de 25%, élimine-moi ça. Ça prendra le temps que ça va prendre. Élimine ça. Une fois que tu as éliminé, je vais te demander, si tu veux être riche, il faut paraître pauvre. Vis dans la simplicité. Est-ce que tu vois comment je suis là? Tu vois mon fond. Vis dans la simplicité. Vis dans le minimalisme. Vis dans le minimalisme. Vis le plus simple possible. Ne cherche à impressionner personne. Si tu veux te dire qu'acheter quelque chose, achète, fais des dépenses utiles. Oui. Prends le temps. Prends le temps d'épargner. Achète des choses de valeur. Je dis bien des choses de valeur, des choses de valeur, mais durables. Au lieu d'aller acheter les choses, j'ai vu ça, c'est 50 €, tu vas acheter, mais tu vas acheter 50 fois. Et si tu achètes 50 fois, on ne multiplie le prix. Minimaliste, mais les choses de valeur, mais durables. Ne t'encombre pas avec les choses. Ne sois pas là à vouloir impressionner les gens. Ne va pas aller prendre le crédit pour aller acheter tout de suite la plus grosse facture. Parce que oui, on vient te donner ce poste-là. Tu es un jeune cadre, mais parce que tu veux aussi, parce que tu veux paraître, comme tu as vu les autres fonctionner, acheter les voitures de sport. Toi aussi, tu vas acheter la plus grosse voiture de sport. Non, tu te condamnes. Quand tu es jeune et que tu es seul, tu n'as pas de charge.
Pourquoi tu vas aller habiter dans ce quartier où le mètre carré coûte énormément cher? Oui, parce que tu veux paraître, parce que tu veux aussi qu'on dise que tu es dans ce quartier. Non, erreur stratégique. Recule même encore un peu. Va chercher la colocation. Mais c'est toi qui sais là où tu vas arriver. Parce qu'en cherchant la colocation, tu vas réduire tes charges. Ça te fait des trésors, c'est-à-dire quoi là, massifs de guerre sur ta fille, sur ton épargne. Pourquoi tu vas aller acheter la voiture alors que tu peux prendre un transport en commun? Tu peux m'acheter un vélo. Pourquoi tu vas aller acheter la voiture? Parce que qui dit acheter la voiture, tu as le crédit. La voiture sortie d'usine perd déjà en valeur. La voiture derrière, c'est qu'il y a l'entretien. Il y a beaucoup d'entretien. Voilà le prix du carburant qui a augmenté. Beaucoup vont laisser les voitures, beaucoup vont déposer les voitures. Et si tu vas déposer la voiture et que tu veux te débarrasser de la voiture, tu penses que tu vas vendre la voiture au prix d'usine, tu vas diviser même peut-être le prix par 3 ou par 4. C'est des pertes. Cet argent, tu pouvais mettre ça dans un projet. Quand je te parle aujourd'hui d'aller faire l'agriculture, tu pouvais mettre ça dans un secteur comme l'agriculture, où ça te fait du fois 1000. Tu vas produire le poivre, ça te fait du fois 1000. Tu peux commencer à aller produire même le manioc. Tu fais 30, 40, 50 hectares. Tu penses que quelle est la voiture que tu ne vas pas acheter? Tu vas me faire 1 ou 2 hectares de poivrier. Dans quel type de voiture tu veux rouler? Que tu ne pourras pas rouler. Donc tu vois que ce n'est pas la voiture qui va te faire acheter, avoir un champ de poivre, mais c'est un champ de poivrier qui va te faire avoir une voiture. Toi qui cours là maintenant pour le proving, tu vas aller prendre un crédit à la construire ici pour vouloir aller construire une maison en Afrique qui ne va jamais voir le jour, qui ne va jamais finir. Ce n'est pas la maison qui te permettra d'avoir un champ de poivrier, mais c'est un champ de poivrier qui te permettra d'avoir une maison, 2 maisons, 3 maisons, 10 maisons. C'est un champ de palmiers à huile qui te permettra d'avoir 10 ou 20 maisons si tu veux. Mais comment vous fonctionnez? Pour cela, il faut être stratège. C'est des plantations de Bitakula, de Ndjansan, de Kulakumata qui te font avoir des maisons, des voitures, la lifestyle. Ce n'est pas le contraire. C'est la création de valeur. Mais pour cela, il faut que tu augmentes en compétence. Est-ce que tu as cette compétence-là? Est-ce que tu sais produire le poivre? Est-ce que tu sais produire le Bitakula? C'est ce que je viens partager. Si tu ne sais pas, va vers les personnes qui savent. Je te dis parce que je suis un faisant, parce que je le fais. Je viens encore te réduire le risque en te disant que les formations sont là. T'amener, à faire. Pour ne pas être seulement un consommateur ou un blablateur. Voilà comment nous on contribue à ce que l'économie du pays fonctionne. Donc pour cela, ça va demander que tu aies une idéologie. Ça va demander que tu saches c'est quoi le patriotisme. Que tu saches c'est quoi le patriotisme économique. Ça va demander que tu sois ainsi, que tu t'aimes, que tu aimes ton pays. Beaucoup n'aiment plus le pays, beaucoup n'aiment plus l'Afrique. Ça se ressent par notre façon de se comporter, de nous comporter. Les autres avancent, les autres se développent parce qu'ils aiment le pays. Tu ne peux pas entreprendre si tu n'aimes pas ton pays. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie possible. C'est une idéologie. Beaucoup ne sont que des court-termistes. En Afrique, c'est des court-termistes. C'est des personnes qui veulent l'enrichissement personnel. Et tu vois que si tu vas t'enrichir, l'argent, c'est du papier qui n'a que de valeur que ce que tu apportes. Si tu n'es qu'un intermédiaire, que tu vas acheter un produit, tu viens vendre, tu vois que tu n'as pas le contrôle du business en fait. Tu ne contrôles pas le game. Quel est le système que nous contrôlons? Je vois aujourd'hui un engouement de China. On va aller faire le China Business Trip. Vous avez remarqué que quand une personne commence quelque chose, tout le monde copie. Et on ne se pose pas la question, China Business Trip. Tout le monde va aller acheter le matériel en Chine. Si on va tous acheter le matériel, ce que je ne refuse pas, mais il n'y a aucune stratégie. On va acheter des fois des outillages que nous-mêmes nous pouvons fabriquer en Afrique. J'ai un cursus de technique. J'ai fait de l'électronique de conception. Je sais c'est quoi la fabrication. J'ai fait un tronc commun quand je te parle d'électricité, d'électromécanique, même de chaudronnerie. C'est des choses que j'ai vues. Quand je te parle, je sais qu'on peut produire ça.
Mais la chose qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, c'est les moteurs. Mais les machines, c'est un assemblage d'acier, tout simplement. C'est de la soudure. La structure qui est compliquée maintenant, c'est les moteurs. Oui, on peut aller acheter les moteurs, mais assembler les machines, on sait le faire. Alors, si on va tous acheter les machines, même les machines les plus basiques, à quel moment, comment est-ce que vous pensez que nos artisans, nos techniciens vont travailler en fait? Comment est-ce qu'on va s'industrialiser? Comment est-ce qu'on va se développer? Comment est-ce qu'on pourra créer des corps de métier? Alors, le forgeron, le chaudronnier, l'électromécanicien, celui qui a fait fret et climatisation, même les frigos aujourd'hui, on va tout importer. Donc, ceux qui ont étudié fret et climatisation vont faire quoi en fait? Ceux qui ont étudié les métiers de chaudronnerie, ils deviendront quoi en fait? Ceux qui ont fait électricité, ils deviendront quoi? Ceux qui ont fait électromécanique, électrotechnique, même les tapis, les simples tapis roulants, c'est le moteur. Je dis encore que c'est le problème, c'est le moteur. Et si on avait même perfectionné nos études, on serait en train de fabriquer les moteurs. Il suffit de décomposer le moteur, de voir comment est constitué un moteur. Un moteur est constitué de quoi? De bobines, de quoi? Transistors, de quoi? De diodes, de LED, mais ça pourquoi est-ce qu'on ne peut pas développer aussi ces sciences-là qu'on peut aller copier? Si on envoie plutôt maintenant nos techniciens d'aller copier cette technologie-là, mais vous allez acheter. Ce qui fait que beaucoup vont uniquement pour le tourisme. Je ne fais pas le tourisme. Mais la vérité, c'est que beaucoup vont là-bas, ne savent même pas quoi acheter, ne savent même pas pourquoi ils sont partis. Vous dépensez de l'argent comme ça dans le vide. C'est nous qui avons déjà implémenté les choses. Quelqu'un comme moi qui a entrepris dans le secteur agricole, qui est dans le secteur aujourd'hui de la transformation. Je connais le besoin que j'ai. Je sais exactement ce que je veux. Je sais ce que je veux comme machine. C'est pour ça que je vais acheter les machines auprès des artisans camerounais, auprès des techniciens camerounais, avec la volonté ferme de développer aussi l'économie de mon pays, de donner la force aux techniciens. Je suis un technicien. Je connais les difficultés que ces techniciens ont. Si on n'est pas là, venir les donner de la force, en achetant les machines, en leur permettant aussi d'agrandir les catalogues, en leur permettant d'agrandir sur leur atelier, en leur permettant aussi de perfectionner leurs machines, en leur permettant aussi de perfectionner le design. Parce que oui, tu peux venir voir le technicien, tu dis voilà le type de design que je veux. Et il va le faire. Mais les techniciens ne peuvent pas faire aujourd'hui parce que le coût de production est très élevé. Le gars ne va pas aller fabriquer une machine qui va coûter 5 millions, 10 millions uniquement pour exposer. Il ne peut pas. Il ne peut pas acheter un grand atelier aménagé alors que beaucoup ne viendront pas acheter. C'est des coûts énormes. Le gars n'est pas accompagné. Et des fois, on n'a pas l'énergie adéquate. La qualité de l'énergie n'est pas bonne. L'énergie n'est même pas stable. Voilà autant de challenges. Donc, si on doit aujourd'hui faire fonctionner notre économie, on se doit de penser à une économie endogène. Aller chercher les équipements qu'on ne peut pas fabriquer pour l'instant chez nous. Et ça relève même du rôle de l'État. Je ne sais même pas pourquoi. Nos États sont là, laissés même. Vous voyez, nos États aussi sont aussi pris dans la ténèbre. Pourquoi? Quand des pays comme la Chine ont investi massivement dans nos pays, vous pensez que nos États peuvent se lever aujourd'hui, mettre des lois protectionnistes? On ne peut pas. Voilà comment on nous tient. Parce que dans des pays tels que là, normaux, avec des institutions fortes, des hommes forts, des juridictions fortes, on bloque. C'est l'État qui doit réguler même ces choses-là. Quelles sont les machines qui doivent entrer? On se rassure déjà que ces machines-là ne peuvent pas être produites chez nous. On se rassure que les techniciens formés chez nous ne peuvent pas fabriquer ces machines. Ou à la limite, qu'il y a des éléments qu'on doit importer, on importe. Et nos pays se rassurent d'envoyer nos étudiants aller à l'extérieur étudier cette technologie-là, afin qu'on puisse être autonome. C'est comme ça qu'on pense. Alors si on est là, on vous amène uniquement là comme des moutons. Mais quelle est l'économie qu'on valorise en fait? Et vous croyez que nous sommes indépendants? Si nous sommes uniquement... Mais
Et vous croyez que nous sommes libres? Nous sommes encore colonisés, les amis. Plus que colonisés, on n'a jamais été libres. Quand on passe le temps à consommer leur technologie, leur science, leur matériel, leurs médicaments, leur nourriture, les infrastructures, leur défense, ils sont eux qui nous protègent militairement. À quel moment nous sommes libres? À quel moment? Ouais. Moi, ça me dérange. C'est pour ça que je suis allé entreprendre et je parle ici de valorisation et de vulgarisation de nos richesses locales. J'ai dit, je prends le challenge d'apporter aussi ma petite pièce, petite contribution à l'édifice. Je commence, même si ça va là où, je commence même si l'État ne finance pas pour l'instant. Je me bats. Je fais tant bien que mal avec toutes les difficultés qu'il y a. Quand j'aurais pu faire comme je suis en train de le faire, je pourrais venir voir. Tu peux venir voir le dirigeant. Chère autorité, je sais que le pays ne va pas bien. Mais en tant que citoyen, je me dois aussi d'apporter ma contribution. Parce que l'État, c'est qui? L'État, c'est toi, c'est moi, c'est nous. L'État, ce ne sont pas les hommes politiques uniquement. L'État, c'est nous. C'est nous qui devons apporter la force. C'est nous qui devons apporter la force en créant de la valeur, en payant les taxes. Et à ce moment, on pourra réclamer, et avoir le droit de regard sur la fonction, sur la gestion de nos biens. Si nos États ou nos dirigeants ne nous concertent pas ou ne nous considèrent pas, c'est parce qu'ils savent qu'on les doit rien. Ils doivent tout à leurs bailleurs de fonds. Ils doivent tout aux institutions qui les doivent de l'argent. Ils doivent tout aux pays qui viennent investir, que chez nous. Si les Libanais ont la force aujourd'hui, si c'est les Israéliens qui ont la force, si c'est les Juifs qui ont la force, si c'est les Chinois qui ont la force, nos États ne vont que rendre compte à ces pays-là au détriment des locaux. That's it. Si c'est nous qui avons la force économique, qui créons de la richesse, qui payons les impôts et qui sommes là à voter, les dirigeants politiques vont nous écouter. Veut ou pas, ils vont nous écouter. Ils ne nous écoutent pas parce qu'on n'apporte pas, on ne contribue pas. Ils sont obligés de rendre compte aux bailleurs de fonds occidentaux, de rendre compte aux ONG occidentales qui viennent s'implanter en Afrique. Quand une ONG vient avec un budget de 50 milliards de dollars, en disant qu'ils viennent comme une fondation, 50 milliards de dollars, c'est quoi le budget de ton pays? Qu'est-ce que ton président peut parler à cette personne? Ah, je viens développer, je viens lutter contre la famine. Je viens apporter les semences OGM, maïs, soja, machin. Lancer ça pour lutter contre la famine. Voilà une enveloppe de 50 millions de dollars. Dis-moi que le dirigeant chez nous qui va résister à ça, qui va refuser. Dans les pays pauvres où nous sommes là, on va prendre ça comme ça, à bras le corps. Ah ben, il demande, ah, je veux 200 000 hectares pour lancer le soja, pour lancer le maïs. C'est cette semence-là qu'il faut utiliser. Dorénavant, n'utilisez plus d'autres semences. C'est cette semence. Les dirigeants politiques vont seulement sortir une loi que dorénavant, vos semences que vous avez là, locales que vous n'avez pas l'habitude d'acheter, que vous pouvez reconduire, n'utilisez plus ça. Dorénavant, voilà les semences qu'il faut utiliser. Il faut aller acheter ça à chaque fois. Il faut acheter les produits, les pesticides, les fongicides à chaque fois. Il faut la mécanisation. Si vous n'achetez pas ça, ça va être la prison. Voilà. That's it. Ils ont le pouvoir. Ils vont aller payer nos scientifiques, les scientifiques affamés, qui sont sortis d'école, n'ont jamais fait de recherches, qui sont là uniquement à lire les recherches produites par d'autres pays, d'autres chercheurs. Ils sont à la télé, vous pensez, ils font quelle recherche? Est-ce que nos États n'ont pas d'argent pour financer la recherche? Ils copient, ils recopient des recherches venues d'ailleurs et ils ne savent pas que ces recherches-là sont financées par les multinationales qui ont leur business. Et on est là, on récite comme les perroquets. On paraît intelligent. Pourtant, on n'a que fait du copier-coller. Pourtant, quand tu vas voir la vérité, ce n'est pas ça. Mais c'est encore une fois le pouvoir économique. Le pouvoir économique. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris comment l'argent fonctionne. Et l'intérêt n'est pas ici pour que tu comprennes. L'intérêt est ici pour que tu sois. Ils ont mis un système pour fabriquer des bénis oui. Docile, loyal, ne pose pas de questions.
Contente-toi du peu qu'on a. Travaille par rapport au nombre d'heures. Attends 40 ans, attends ta retraite. Et moi, je viens te dire ici, apprends à désapprendre, tu t'en de voir tout ce qui se passe. Tout ce que je te dis ici, c'est comme parole d'évangile. C'est pour t'amener aujourd'hui à te réorganiser. Est-ce que c'est trop tard? Non. Est-ce que ça va te piquer? Oui, ça va te piquer un peu de réorganiser tout ça, mais réorganise tout. Coupe-toi de tout ce crédit-là. Éduque-toi sur le plan d'éducation financière. Monte en compétences, prends des formations, crée de la valeur, diversifie tes sources de revenus. Avec une seule source de revenus, tu ne pourras pas, tu pourras aller nulle part. Comprends c'est quoi maintenant une action. Tu as compris c'est quoi une action? C'est quoi une obligation? C'est quoi les ETF? C'est quoi des private equity? C'est quoi entreprendre? C'est quoi l'entrepreneuriat? C'est quoi ta quête citoyenne? C'est quoi le patriotisme économique? C'est quoi l'inflation? C'est quoi la déflation? C'est quoi l'effondrement économique? Quand on parle d'agriculture, est-ce que j'ai la connaissance? Et l'agriculture, tu vois, c'est travailler avec le vivant. L'agriculture impacte, tu vois, il y a plusieurs contingences. Tu vois, il y a plusieurs contingences. Tu ne peux pas venir et dire que bon, je vais aller me lancer en agriculture. Tu vas aller prêter de l'argent, tu vas aller prendre un crédit à la consommation avec un taux d'intérêt de 20%. Tu ne te formes même pas. Tu ne sais même pas c'est quoi la spéculation, l'origine des semences, les intrants qu'il faut, le processus, la terre même, sur quel type de sol, la zone agroécologique, le marché même, tu ne détermines même pas le marché. Est-ce qu'il y a des consommateurs? Non, parce que tu as entendu, aujourd'hui même la dérive, je vois des gens vous donner des chiffres, mais certains font uniquement parce que l'algorithme va pousser la vidéo, mais ne sont même pas des faisants. Non. Tu donnes l'argent comme ça. Moi, j'ai fait des directs ici où les gens allaient se lancer sur des spéculations, ne connaissent même pas le prix de la spéculation. J'ai fait des directs non-stop ici pendant 1 an. Non-stop pendant 1 an. On avait des personnes qui allaient faire l'agriculture sans connaître combien ça coûtait sur le marché. Non, j'ai uniquement donné à mon cousin, quoi, c'est mon cousin qui fait. Vous vous rendez compte? Et on est ici en Occident. On attend le retour sur investissement de 300%. Ah non, on est ici en Occident. On ne veut pas aller se salir les mains. Non, je suis, c'est-à-dire que voilà, ingénieur. Je suis comptable. Je suis ceci, je suis cela. On est, c'est-à-dire que dans les métiers bling-bling. Bling-bling. Parce que dit que je vais aller faire l'agriculture. Non. Oh, c'est dévalorisant. Non, je ne peux pas dire que je fais l'agriculture. C'est honteux, c'est souillant. What? What? Quoi? Quel est le métier que tu fais? Tu gagnes combien? Tu gagnes combien? C'est comme ça qu'il faut se challenger. Tu gagnes combien? Comparativement à quelqu'un qui va faire 50 hectares de manioc. Et 50 hectares de manioc, tu peux le faire. Même 100 hectares, tu peux le faire. Tu sais combien tu vas gagner? 100 hectares d'igname, tu sais combien tu vas gagner? 100 hectares de patates, de pommes de terre, tu sais combien? Et cette fois-ci, tu dis, avec la connaissance, si tu vas donc me faire 1 hectare de poivrier, tu sais combien tu vas gagner, mon gars. Qu'est-ce que tu me parles là? On t'a enchaîné dans un chemin qui te maintient dans la misère. Et tu es là, tu enrichis ta lifestyle en achetant les gadgets qui te donnent l'illusion de la richesse. La vraie richesse, c'est celle que je te dis là. D'aller produire, d'aller créer de la valeur. C'est contraire, n'est-ce pas? Ça te bouscule, n'est-ce pas? Mais c'est ça en fait. C'est le risque à prendre. Qui ne risque rien à rien. C'est le sacrifice à faire. C'est d'aller faire ce que les paresseux et les feignants ne veulent pas faire. C'est d'aller faire ce que les pauvres ne veulent pas faire. C'est ce que les riches ont compris. Comprendre que la richesse n'est pas l'accumulation. Le salaire qu'on te donne, tu accumules. On te donne, tu dépends d'un revenu. Mais le jour où ça s'arrête, le jour où tu ne travailles plus, tu fais comment? La richesse, c'est la liberté en fait. C'est de diversifier tes actifs. Que ces actifs-là ne dépendent plus de toi. Que si tu continues à gagner dans la durée, que ça te donne la liberté. Liberté de penser, liberté de te mouvoir, liberté d'être avec des personnes que tu aimes. La liberté de faire ce que tu veux, la liberté de bouger, la liberté de construire la maison de tes rêves.
Cette liberté de manger ce que tu veux. Que tu ne sois pas là à chaque fois en train de faire des calculs bizarres. La liberté de pouvoir impacter, te dire que les gens autour de toi. C'est la liberté qu'on cherche là. De devenir la personne que tu veux être. Parce qu'au final, c'est ça, il dit que la richesse, c'est la réalisation progressive d'un idéal de vie. À la fin de la journée, c'est quel est l'impact? Quand tu vas partir, quel est l'impact que tu as laissé? Quel héritage que tu as laissé? Est-ce que tu penses que lorsque tu ne seras pas là, parce qu'il faut penser à ça. Moi, en 2021, j'ai failli mourir. Donc, ça me parle encore plus. Parce que beaucoup sont à vivre comme s'ils étaient éternels. Moi, j'ai connu ça. Donc, tout ce que je vous dis ici, c'est du vécu en fait. Quel héritage? Je partais en 2021, je touche du bois, je demande que Dieu me donne encore beaucoup de vie. Parce que j'ai beaucoup de choses à donner. Mais c'est l'héritage. Je demande au bon Dieu, donne-moi un côté parce que j'ai encore à apporter. C'est plantation de poivrier, palmier à huile, l'usine, impacter la vie. J'ai encore à vous donner. J'ai dit, j'ai encore à vous donner, j'ai encore de la valeur à apporter. C'est ça qui me drive, c'est ça qui me motive. De donner. Donner, donner. C'est la qualité des riches. Je me nourris. Je me bonifie en partageant, en donnant. Parce que la meilleure richesse, c'est ça en fait, la connaissance. C'est ce que j'appelle l'actif invisible. Cet actif qu'on ne peut pas me retirer. Vous avez des gens qui vont me combattre ici, que pour le nombre de vues, me combattre pour le nombre d'abonnés, pour venir répéter les choses que je dis, même sans m'adouber ou même. Oui, les gens vont me jalouser, les gens vont me haïr, mais les gens, personne ne pourra enlever la connaissance que j'ai. Et comme j'ai coutume à vous dire, je ne viens pas là parce que j'attends la validation du groupe. Je ne viens pas là parce que je veux qu'on me valide. Je ne viens pas là parce que j'attends que tout d'un coup, tout le monde commence à dire oui, tu es. Non, c'est les politiciens qui ont besoin de ça. Mais je suis conscient des choses. Le salut est individuel. Que le message que je partage, même si ça ne passe qu'à 10 personnes, et qu'une personne prenne l'information, prend la quintessence, prend conscience, et que ça parle à la personne, et que la personne passe à l'action, j'aurais fait ma part. Vous avez compris? Mon but ici, c'est que cette information-ci, que YouTube reste comme ça pendant 100 ans, 200 ans, les enfants qui viendront vont écouter ce message, les courageux vont passer à l'action, et c'est comme ça qu'on va pouvoir créer le changement. Le changement ne s'est jamais fait par la masse. Le changement s'est fait par une minorité de personnes, parce que ça demande du courage, ça demande des sacrifices que la masse n'est pas prête à faire. Donc la masse veut la gratification instantanée, veut la jouissance. On est plutôt fier de voir manger son porc, boire sa bière, et combo et couille, que de retrousser ses manches. Aller travailler, aller transpirer. Avoir une vision long terme, patienter comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, et créer une richesse durable. Non, on veut des trucs éphémères, vite, vite, parce qu'on veut impressionner. On va aller acheter en Chine, en Turquie, en machin. Eux, ils ont travaillé, ils ont fait toute l'économie. Nous, on vient uniquement consommer. Et c'est pitié. C'est de la pitié. On fait ça depuis plus de 5 ans, 70 ans. On n'avance pas et on ne se questionne pas. À un moment, il faut se réveiller, les gars. À un moment, il faut se réveiller. Voilà comment je vais conclure cette vidéo. J'espère que tu as aimé ce partage. J'espère surtout que ça va te parler et que tu vas essayer que toi-même d'aller faire tes classes sur tout ce que j'ai dit ici. Si ça fait sens, si ça fait sens pour toi, prends cette information, passe à l'action. Mais si ça ne fait pas sens pour toi, tu peux encore rester aussi, tu attends que c'est l'État qui va venir changer les choses, que le bon Dieu viendra changer les choses, que ton pasteur va prier, ça va changer, que l'économie va changer d'elle-même, que les riches prendront conscience qu'ils ont tellement abusé, qu'ils ont tellement trop gagné, ils vont vous rendre telles que les richesses. Ils vont venir vous donner ce qu'ils ont travaillé pendant 200, 300 ans, ils viendront vous donner. Parce que riches, trop c'est trop, ils sont devenus trop riches. Et l'homme va prendre toute sa fortune, venir vous donner. Que
restez dans votre paresse, on travaille, on vous donne. Tu peux aussi attendre ça. Ça peut être aussi ta raison, tu auras raison. Voilà comment je vais conclure ça. Comme tu m'as dit, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies. Je parle ici des stratégies. On ne réussit que par stratégie. Et à l'heure actuelle, les Africains ne sont pas stratèges. Les Africains sont des suiveurs, des gros suiveurs. Des paresseux, des plénicheurs, des plénicheuses. Des poules mouillées. Dès qu'on va appuyer les noyaux un peu comme ça, il va aller vendre son frère, vendre sa soeur. Dès qu'on va poser un peu d'argent comme ça, il va vendre toute sa famille. Ne comprends pas que le monde ne fonctionne pas idéologie. Que le monde a besoin des hommes et des femmes forts. Et que l'argent qui est là, c'est du papier, c'est la valeur qu'il faut avoir, c'est là. Que la richesse, c'est le mindset. La richesse, c'est la connaissance. Armons-nous de connaissances. Armons-nous de connaissances et de stratégie. Vision long terme. On gagne le cap. Peu importe les contraintes, on gagne le cap. On sait là où on va. Sur ce, je te dis merci.